Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23 heures. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagne Abidjan aujourd'hui après quelques jours passés aux États-Unis d'Amérique. À Washington, le chef de l'État a pris part à la signature de dons du MCC, le Millennium Challenge Corporation, dont estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, a visité aujourd'hui deux importants chantiers du gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et le projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Les premières journées des chefs d'entreprise se sont ouvertes ce vendredi à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'engage à soutenir l'initiative. L'objectif de ces journées, c'est redynamiser l'activité économique dans les régions. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui, vendredi, après quelques jours passés à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À son arrivée ce matin dans la capitale économique ivoirienne, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État était, je le rappelle, à Washington pour la signature de dons du MCC, le Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire, un don de plus de 300 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le président de la République. Il fait le point de son séjour aux États-Unis. Je rentre de Washington où j'ai pris part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Le Millennium Challenge Corporation est un programme d'aide bilatérale du gouvernement des États-Unis en faveur des pays qui ont rempli des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de bonne gestion économique. J'étais accompagné d'une très forte délégation comprenant le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre des Transports ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel. Je voudrais tout d'abord remercier le président Donald Trump, le gouvernement et le peuple américain pour ce soutien et pour l'accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Alors, la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC à la Côte d'Ivoire s'est déroulée au département d'État américain en présence de l'ambassadeur Stephanie Sullivan, représentant le gouvernement américain, du président directeur général du Millennium Challenge Corporation, M. Jonathan Nash, et de plusieurs personnalités du monde politique et financier américain. Ce don du gouvernement américain d'un montant de 724,7 millions de dollars, donc plus de 300 milliards de francs CFA, est destiné au secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et des transports. Alors, s'agissant du secteur éducation-formation, l'enveloppe allouée, qui est d'environ 30%, sera destinée à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à la productivité du secteur privé. Cette dotation permettra notamment la construction et l'équipement de près de 84 collèges de proximité, ainsi que des centres de formation technique et professionnelle. Alors, quant au secteur des transports, des 2/3 de l'enveloppe sera alloué et consacré au projet de transport de la ville d'Abidjan, en vue d'accroître la compétitivité de la capitale économique de notre pays et en tant que pôle principal de croissance avec ses 6 millions d'habitants, en améliorant notamment la fluidité du trafic ainsi que la gestion et l'entretien des routes. Au cours de la cérémonie, le gouvernement américain a félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques et a réitéré la détermination des États-Unis à soutenir les efforts du gouvernement.
en faveur de la réduction de la pauvreté à travers une croissance durable et inclusive. Les États-Unis ont également salué la forte croissance économique ainsi que les progrès et les réformes entreprises par notre pays dans plusieurs domaines, notamment en matière de renforcement de la transparence au niveau du système judiciaire. En marge de la cérémonie de signature de cet accord, nous avons eu un entretien avec le sous-secrétaire au Trésor américain, M. David Malpass, qui a également félicité la Côte d'Ivoire pour nos performances économiques et a réaffirmé la détermination du gouvernement américain à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. J'ai également effectué une visite au siège de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors, à la Banque mondiale, j'ai eu l'occasion de faire une communication sur le thème de la crise à la stabilité, expériences et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, j'ai mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures, en vue de relancer l'économie et stabiliser le pays après la crise post-électorale de 2010. C'était important de montrer comment un pays qui a été plongé dans une crise majeure a pu se redresser et permettre une croissance économique très forte, pas seulement pendant 2 ou 3 ans, ce qui est facile, mais pendant une période plus longue, comme c'est le cas de notre pays. J'ai eu également un entretien en tête-à-tête suivi d'un déjeuner de travail avec le président de la Banque mondiale, M. Jim Kim. Et alors, au Fonds monétaire international, mon ancienne maison, j'ai eu une rencontre avec le premier directeur général adjoint, M. David Lipton, avant de faire une adresse au conseil d'administration de cette institution, au cours de laquelle j'ai donc indiqué le parcours que nous avons eu à faire, aussi bien au niveau donc de l'opposition que bien sûr à notre arrivée aux affaires. J'ai relevé les bonnes performances de l'économie ivoirienne et j'ai notamment insisté sur la nécessité d'une plus grande démocratisation au Fonds monétaire international pour tenir compte de la voix des pays émergents et des pays en voie de développement. Alors, les membres du conseil d'administration du FMI ont félicité notre pays pour les succès économiques enregistrés au cours des 6 dernières années et ont apporté leur soutien et leur encouragement à notre pays qui ont selon eux un modèle unique. Enfin, j'ai fait une communication au Centre d'études stratégiques internationales qui est un prestigieux cercle de réflexion et d'influence aux États-Unis. À cette occasion, j'ai présenté les recettes entre guillemets qui ont permis de relancer l'économie ivoirienne, notamment les mesures urgentes que nous avons développées déjà depuis l'hôtel du Golfe pour la mise en place d'un programme présidentiel d'urgence et ensuite tous les efforts qui ont été faits pour la réhabilitation des universités, des infrastructures de base, des écoles, des hôpitaux, des routes et ainsi de suite. Mais j'ai insisté sur le fait que la première chose importante, c'est un bon cadrage macroéconomique. S'assurer que le pays ait bien sûr une bonne croissance, mais également qu'elle arrive à maîtriser le déficit budgétaire et l'inflation et à bien orienter les priorités pour être sûr que, bien évidemment, dans la mise en œuvre, la rigueur et la bonne gouvernance doivent être de mise. Alors, j'ai fait mention des réformes engagées dans le secteur du cacao et de la noix de cajou pour dire que notre ambition maintenant, c'est de passer à la transformation de ces 2 produits dont nous sommes les premiers producteurs au monde. Nous avons également mentionné les investissements massifs qui ont été faits dans le secteur de l'énergie, ainsi que les dépenses pour la partie de la population la plus défavorisée, en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens en général.
Grâce à ces performances, notre pays est donc l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 9%. Et ceci est vraiment exceptionnel et je crois que nous devons le dire avec beaucoup de fierté. Je félicite le gouvernement pour cette performance qui est unique, non seulement sur le continent, mais également dans le monde. J'ai aussi présenté les opportunités d'affaires qu'offre notre pays grâce aux mesures engagées en matière de lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la place stratégique de notre pays au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire. J'ai donc invité les entreprises américaines à s'intéresser davantage à la destination Côte d'Ivoire pour réaliser les affaires et bien sûr, à cette occasion, nous avons plaidé pour le dossier Air Côte d'Ivoire et je suis heureux de l'aboutissement de ce dossier important. Je peux dire que ce séjour a été particulièrement fructueux pour la Côte d'Ivoire. Il a permis de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis et notre pays et de nouer des contacts utiles pour l'avenir. Notre objectif, comme je l'ai indiqué au gouvernement américain, est de tout mettre en œuvre pour l'obtention d'un deuxième compact du Millennium Challenge Corporation pour notre pays dans les 3 à 5 ans à venir. Vous venez donc d'écouter le président de la République. Il nous faisait là le point de son séjour aux États-Unis d'Amérique. Le président, dès son arrivée, n'a pas eu de répit. Il a reçu ce vendredi même Paul Kabatieba, le premier ministre burkinabé, est à Abidjan pour échanger avec les ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sur les possibilités d'investissement dans leur pays d'origine. Après cette audience, c'était au tour du ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure d'être reçu par le chef de l'État. Juan Antonio Bibang Chichuma et le président Alassane Ouattara ont évoqué le sommet UE-UA et la chute du prix du pétrole. Je vous propose d'écouter le Premier ministre burkinabé à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Nous sommes arrivés ici pour échanger avec les frères de la diaspora sur les possibilités d'investissement de la diaspora au niveau du Burkina Faso, et également pour échanger avec eux sur les journées économiques et commerciales qu'ils ont organisées. Alors, c'était un devoir pour moi de venir vous rendre compte que toutes ces manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions. La diaspora burkinabé est déterminée à venir accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la construction du plan national de développement économique et social. Alors, ils ont identifié un certain nombre de projets, notamment la création de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et même de très petites entreprises dans différents secteurs pour essayer donc d'apporter leur pierre à la construction donc, de l'économie nationale. Je voudrais également rendre compte qu'en marge de notre présence ici, le Premier ministre, mon frère Amadou Gon Coulibaly et moi, nous avons échangé sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notamment les suites du 6e TAC qui s'est tenu à Ouagadougou. Comme vous le savez, Monsieur le Président, il y avait un certain nombre de décisions que vous aviez arrêtées avec votre frère, le président du Faso, Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Donc nous avons fait le point de décisions qui ont été arrêtées et arrêté un calendrier pour leur mise en œuvre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, a visité ce vendredi 2 importants chantiers du gouvernement. Il s'agit des travaux de valorisation de la baie de Cocody et le projet d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Pour les travaux d'aménagement de la baie de Cocody, le vice-président assure que les délais seront tenus. Il le dit au micro de Viviane Haïma. Lancé depuis le 18 janvier 2016, les travaux de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, après une première phase qui a consisté en des travaux de dragage de la lagune polluée, sont entrés désormais dans la phase 2 du projet qui consiste en la réalisation des infrastructures prévues par le projet, à savoir l'aménagement des berges, la construction d'une marina, la construction d'immeubles et d'un parc urbain qui comportera des infrastructures
commerciales et de loisirs. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, en visite ce vendredi sur le chantier de la baie de Cocody, tenait à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. L'expertise marocaine qui existe sur le dossier, l'expertise ivoirienne dans ce dossier, nous allons avoir un projet qui va faire envie. Et c'est un exemple extraordinaire de coopération sud-sud. C'est ça que moi je retiens à ce sujet. C'est un dossier qui va changer le visage à la fois donc, de la ville d'Abidjan, mais singulièrement du plateau et de Cocody. Je pense que c'est tout ça sur lequel il faut qu'on se concentre et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Abidjan accueillera à la fin de ce mois de novembre le sommet Union européenne-Union africaine. Dans la perspective de cette importante rencontre, le vice-président de la République a souhaité que certaines dispositions soient prises au niveau de la conduite des travaux. Nous souhaitons que les abords soient propres, puisque vous savez, nous allons avoir les 29 et 30 novembre prochains un sommet donc, des États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne qui sont ici. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence ici. Au départ, on pensait avoir 4000 personnes, on peut dépasser même peut-être les 7000, de ce qu'on croyait savoir. Donc il va y avoir une affluence ici et il faut que la ville d'Abidjan porte sa plus belle robe, si je puis dire, soit totalement propre. Madame le vice travaille déjà en amont sur ce dossier. Et je pense, comme il s'agit d'un grand chantier, que les gens, en passant, vont certainement regarder des véhicules, puisque quand vous passez là-haut, vous voyez cela, que peut-être on nettoie ça. Je crois que vous avez entendu qu'on est tous d'accord que ce nettoyage sera donc fait. Et je crois que c'est pour le bien donc au niveau d'Abidjan. Cet important chantier, financé à hauteur de 282 milliards de francs par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est conduit sur le terrain par Marchik Ahmed, société d'État marocaine qui a une expertise dans ce type d'ouvrage. Le projet sera achevé en 2020. Autre grand projet du gouvernement, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu sur le site de l'embouchure à Grand Bassam après sa visite de la baie de Cocody. Ce projet tant attendu par les populations de Grand Bassam en raison de son impact sur le développement général de la région, car l'ouverture de l'embouchure va permettre la création d'un port à bateau à Grand Bassam, ainsi que le développement des activités de pêche et avec aussi la construction à Grand Bassam d'un débarcadère à poissons offert par le roi du Maroc. Cette visite du vice-président de la République ce vendredi sur le site de l'embouchure était porteuse de bonnes nouvelles pour les populations de Grand Bassam, car l'annonce a été faite que les travaux vont démarrer effectivement au cours du premier semestre 2018 pour s'achever en 2020. En outre, les travaux de construction du débarcadère pour la pêche traditionnelle seront réalisés dans le même temps. Le ministre des Ressources halieutiques a présenté le site retenu. C'est un projet de 20 milliards à peu près, c'est 19,12 milliards, mais j'arrondis ça à 20 milliards de francs CFA, qui va se faire pour l'embouchure. Mais l'embouchure seule, comme ça a été indiqué, ne suffira pas. Il faut faire des éléments conjoints pour aller de l'avant. Comme Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait décidé de faire un débarcadère ici à Grand Bassam. Nous sommes venus voir à la fois l'embouchure, mais aussi voir, disons, que le débarcadère qui va se faire ici. Par ailleurs, avec les Italiens, il était question aussi de mettre une sorte de petit, disons arsenal donc maritime ici, qui fait qu'il va y avoir donc une conjonction d'un certain nombre d'éléments, avec notamment le quartier historique de Grand Bassam, de manière à ce qu'on ait une cité à la fois balnéaire, touristique, culturelle, de manière à ce qu'à partir d'Abidjan, pour les week-ends, les gens peuvent venir ici pour beaucoup de choses et se reposer, prendre des poissons, etc. Et c'est des synergies extraordinaires. Le chantier d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam sera également conduit par la société d'État marocaine Marchik Ahmed. Je vous amène maintenant à Korogo, dans la région du Poro, pour prendre part aux premières journées des chefs d'entreprise. Je vous le disais dans le titre, l'objectif de ces journées, c'est redynamiser l'activité économique dans les régions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'engage à soutenir l'initiative. Herman Guivet, depuis Korogo. Une centaine de chefs d'entreprise, de partenaires économiques présents dans la région du Poro écoutent avec attention le président du conseil régional du Poro, Tiemoko Yadé Coulibaly, faire cet aveu. Chef d'entreprise, je voulais vous dire que vous êtes venus
nous vous avons vu, et je pense que vous avez vu aussi, vous avez connu la région, vous ne la connaissiez pas, vous l'avez connue, vous savez quelles sont maintenant ses potentialités. Alors je pense qu'en partant, vous direz, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu, je reviendrai travailler dans le Poro. Des chefs d'entreprise venus voir pour croire en une région qui regorge de potentialités économiques afin d'y investir. Les journées nationales des chefs d'entreprise initiées pour booster le développement des régions et aider à rétablir les déséquilibres observés en matière de développement se positionnent comme un outil. Les acteurs publics peuvent saisir ce cadre pour faire la promotion de leurs activités. Quand les opérateurs privés peuvent en faire un lieu de prospection et de recherche de nouveaux leviers d'expansion pour les collectivités territoriales, c'est le cadre idéal pour présenter les atouts de leur région afin d'attirer de nombreux investisseurs. Le choix porté sur la ville de Korogo pour la première édition de ces journées n'est pas fortuit. L'activité économique dans la région est prometteuse. La grande région de Savanes, ou plus exactement le district de Savanes, dont le chef-lieu est Korogo, dispose donc de nombreuses potentialités. Ces journées permettront de faire découvrir aux hommes et femmes d'affaires les opportunités d'investissement dans les régions. Elles mettent en contact des chefs d'entreprise d'envergure nationale et même internationale avec des champions locaux en vue de tisser d'éventuelles relations d'affaires. Elles stimulent ainsi les champions locaux qui aspireront ainsi, je dirais, à accroître leurs activités. Des journées meublées par une série de panels afin de créer un cadre favorable d'échange sur des thématiques pertinentes dont les conclusions seront prises en compte pour la relance des activités économiques dans les régions concernées. Un mot de défense dans ce journal et pour cela, rendons-nous en France où se trouve en ce moment le ministre d'État, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko y est en visite de travail. Il a été reçu par son homologue français des armées. Au centre des échanges, la coopération dans le domaine de la défense, notamment la lutte contre le terrorisme. Le témoignage d'Abou Sanogo. L'axe Abidjan-Paris se renforce. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération sécuritaire. Hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique à Paris. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en visite de travail, accueilli par son homologue française des armées, Florence Parly. Pour leur première rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les questions liées aux défis sécuritaires dans toute la sous-région ouest-africaine et dans bien d'autres domaines, notamment la formation des soldats ivoiriens. Nous avons parlé de la vision de la Côte d'Ivoire de projeter des troupes au niveau des missions de paix et de faire tout cela en synergie avec l'appui de la France. Nous avons également regardé les questions de formation des unités ivoiriennes, des forces spéciales de Côte d'Ivoire, et même de la sous-région par rapport aux défis sécuritaires dans toute la sous-région. Nous avons des avancées concrètes. Très bientôt, nous allons avoir le plaisir de recevoir Madame la ministre à Abidjan dans le cadre d'une visite pour faire également le point des avancées des différentes préoccupations que nous avons évoquées ce matin. En retour, la ministre française des armées a assuré son homologue ivoirien du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et la défense de ses frontières. Cette visite a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de découvrir l'hôtel de Brienne, un hôtel particulier, construit au XVIIIe siècle et qui abritait le bureau du ministre des Armées. C'est bientôt fini le calvaire des usagers de la nationale A3. Nous sommes donc de retour en Côte d'Ivoire. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou vont démarrer. Demain, samedi 11 novembre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va donner le coup d'envoi des travaux. Une joie pour les usagers de cette route. À Niakara, par exemple, les populations se sont mobilisées pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement. Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Bouaké. Courant septembre 2017, les jeunes du département de Niakara, mécontents de l'état de dégradation de la nationale A3 qui traverse leur localité, avaient manifesté pour qu'une solution soit trouvée. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera à Katiola le 11 novembre 2017 pour le lancement des travaux de reconstruction de cette route internationale. Une nouvelle a salué à Niakara à travers une journée d'hommage et de soutien aux actions du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais leur dire mes encouragements pour cette décision, pour que toutes les mesures soient prises pour que cette route-là soit vraiment construite. Un grand hommage au président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement quand on aura cet ouvrage terminé. Les cadres du département donnent également de la voix. C'est l'occasion pour nous d'exprimer à Monsieur le Président de la République pour sa grande vision stratégique du développement. Je voudrais remercier également Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour avoir initié ce projet. Les populations des régions de Beket, du Hambol et du Djologo, qui bénéficient de cette route de plus de 250 km, entendent donner un caractère festif à la venue du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Katiola pour le lancement des travaux. La promesse a été faite au docteur Valé Clément, émissaire du Premier ministre à Niakara. L'université Félix Houphouët-Boigny a abrité hier jeudi la journée nationale de la non-violence en milieu estudiantin. Tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur sont venus marquer leur adhésion à cette journée qui vise à inculquer les valeurs de paix. Les étudiants ont pris l'engagement de promouvoir la paix et tourner le dos à la violence. Serge Coléa. Des portraits de grandes figures mondiales qui ont consacré leur vie à prôner la paix et la non-violence ornent l'entrée et l'intérieur de cet amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est d'amener les étudiants à intégrer ces valeurs car le tableau dans le milieu universitaire tel que présenté est loin d'être reluisant. Assassinat, torture physique, blessure au couteau, à la machette ou au gourdin, lapidation, location de Niabo, rudoiement des vigiles auxquels ils arrachent leurs téléphones portables. La liste est interminable et j'en oublie beaucoup. Pointés du doigt, les étudiants, à travers leurs différents mouvements, font amende honorable en s'engageant à jouer leur partition. À toutes ces personnes qui pensent que notre organisation est une organisation violente, je pense que cela n'est pas juste. La preuve est là, nous sommes venus à l'invitation des autorités et nous avons engagé l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à s'approprier les valeurs de paix et de non-violence. Notre engagement est sans faille, mais en même temps, nous invitons nos autorités à apporter des solutions à nos revendications. La ministre Mariatou Koné encourage et soutient cette première journée de la non-violence en milieu universitaire. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue cet engagement des étudiants. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, nous parlons de l'étudiant nouveau. Avec cette journée, les étudiants ont promis s'engager résolument vers la paix et la non-violence. Et les jours à venir, nous le dirons. Non-violence, paix et citoyenneté en milieu universitaire, c'est le thème de cette journée. En bref et en images, Audrey Azoulay a été confirmée ce vendredi par la conférence générale à la tête de l'UNESCO. L'ancienne ministre française de la Culture est la deuxième femme à diriger l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, après Irina Bokova à laquelle elle succède. Audrey Azoulay sera officiellement investie lundi, le 13 novembre prochain, au siège de l'organisation à Paris. La victoire à tout prix, c'est l'ambition affichée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils affrontent demain samedi au stade Félix Houphouët-Boigny l'équipe nationale du Maroc. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Ce match est donc une finale pour les éléphants qui espèrent une victoire afin de décrocher leur billet pour la Russie. Les éléphants jouent gros ce samedi face au Maroc. Un match de poule qui est devenu un match de coupe. Une finale à gagner impérativement pour la troupe de Villemot. 3 points en jeu qu'il faut prendre pour composter le ticket de Russie 2018. Après une CAN 2017 calamiteuse et des éliminatoires menés en dents de scie, les éléphants ont besoin de cette qualification pour redorer leur blason terni ces derniers temps
par 2 sorties ratées à Bouaké face à la Guinée et au Gabon. 2 rencontres à vite oubliées. Et depuis l'arrivée de Wilmotte, les éléphants piétinent leur football. 3 défaites, 1 nul et 1 victoire en 5 sorties, toutes compétitions confondues. Face au Maroc, les éléphants ont l'avantage des statistiques de ces 10 dernières années. En 6 confrontations depuis la CAN 2006, les Ivoiriens comptent 2 victoires, 3 nuls et seulement 1 défaite. Un avantage psychologique. Un avantage sur papier car les cartes sont en faveur des Lions de l'Atlas avec un petit point d'avance sur nos Pachidènes. Un nul suffit au bonheur des Marocains. En 5 sorties dans ces éliminatoires, les éléphants enregistrent 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 7 fois pour 3 buts encaissés, soit une moyenne de 1,4 par match. Ce samedi, c'est d'un match référence que les Ivoiriens ont besoin. Celui qui doit faire chavirer de bonheur toute une nation. Et un match comme celui-là se gagne avec le cœur. Bonne chance donc aux éléphants. Le Sénégal, lui, vient d'obtenir son ticket en battant ce soir l'Afrique du Sud par 2-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Maïsako demain à 23h.